Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver en un clic plein d'informations sur comment éduquer son chien. Alors, ça peut être très utile, mais ça peut aussi être très perturbant quand entre deux vidéos, on peut entendre des conseils complètement opposés d'un éducateur canin à l'autre. Sans compter que des fois, on entend des conseils complètement opposés entre deux vidéos de la même personne. Et on a machin qui va te dire qu'il faut punir son chien, et un tel qui va te dire qu'il ne faut pas punir son chien, et qu'il faut mettre un harnais, et qu'il vaut mieux mettre un collier, et que la friandise c'est bien, et que la friandise c'est pas bien. On a un éducateur canin qui va nous dire que la hiérarchie entre un chien et un humain, ça existe, et qu'il faut soumettre son chien en le plaquant au sol. Et sur un autre site, on va nous dire que si on fait ça, on a toutes les chances du monde de rendre le chien agressif. Alors oui, plaquer votre chien au sol, ça a toutes les chances du monde de rendre votre chien agressif. Ne faites pas ça. On en reparlera un jour sur la chaîne, mais en attendant juste, ne faites pas ça, ok? Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une information qui est fiable et une information qui est erronée? C'est quand même important. Il en va du bien-être de notre chien, et des fois même de sa santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc, on va parler des sources. Mais non, andouille, des sources d'information. Aujourd'hui, on va voir à qui on peut faire confiance et jusqu'à quel point pour l'éducation de son chien. Allez, zou, on est parti. Ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est de partir des sources d'information les moins fiables jusqu'aux sources d'information les plus fiables. On va commencer tout au fond du gouffre avec les rumeurs, les on dit que, ce qu'on appelle en gros la sagesse populaire. Autant vous le dire, c'est pas ici qu'on va trouver les lumières de la sagesse. C'est ici qu'on va rencontrer toutes les vieilles croyances et tous les trucs qu'on a entendus quelque part et qui restent au fond de notre cerveau même si on ne sait plus trop qui nous l'a dit, quand et à quelle occasion. Par exemple, les chiens ne voient pas les couleurs, ils voient en noir et blanc. Et bien ça par exemple, c'est de la sagesse populaire, ou plutôt de la bêtise populaire. Parce que les chiens, eh ben ils voient les couleurs aussi. Alors ils ne les voient pas comme nous, ils sont beaucoup moins sensibles au rouge, et ils sont beaucoup plus sensibles au bleu. En fait, leur perception des couleurs, ça doit beaucoup plus ressembler à ce que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc, c'est pas parce que vous avez entendu dire quelque part que quelque chose est vrai, que ça l'est forcément. Surtout si vous ne pouvez même pas vous rappeler d'où vous tirez cette information. Si vous êtes capable d'identifier qui vous a donné une info et que cette personne vous dit qu'il s'agit de son expérience personnelle, c'est déjà un peu mieux. Vous passez de la rumeur à un témoignage direct. Mais qui vous dit que cette info elle est vraie? Cette personne elle peut vous mentir, elle peut vouloir vous manipuler, vous extorquer de l'argent, elle peut essayer de gagner votre attention ou elle peut juste chercher à s'amuser à vos dépens. Mais pire encore, cette personne elle peut vous mentir en étant tout à fait honnête et en étant absolument persuadé de vous rapporter quelque chose de vrai. Salut? Ah ouais, salut. Qu'est-ce que tu fous? Bah ça se voit, non? Je suis en train de planter des piquets anti-éléphants. Des piquets anti-éléphants? Oui, des piquets anti-éléphants. Des piquets qui empêchent les éléphants de s'approcher. On est à Montpellier, il n'y a pas d'éléphants. Oui, c'est la preuve que ça marche, hein. C'est pour ça que quand on essaye d'avoir un peu d'esprit critique, on accorde normalement très peu de valeur à un témoignage. Un témoignage, ça peut nous faire nous poser des questions. Ça peut nous surprendre, nous donner envie d'en apprendre plus, surtout si on trouve des dizaines de témoignages qui vont dans le même sens. Mais 1, 10 ou même 1000 témoignages, eh ben, ça reste des anecdotes personnelles, avec tous les biais que ça implique. Même si, au bout d'un moment, on va peut-être se poser des questions si des milliers de personnes rapportent la même expérience, bien sûr. Mais il faut être conscient qu'à notre époque, les réseaux sociaux, ils vont nous proposer des vidéos ou des fils de discussion qui peuvent nous plaire. Les algorithmes, que ce soit ceux de YouTube, de Facebook, Twitter, ben ils veulent nous garder sur leur plateforme le plus longtemps possible pour placer le plus de pubs possible. Ça va avoir pour effet de nous mettre dans une espèce de bulle avec que des personnes qui pensent comme nous. Et finalement, avoir que des témoignages qui vont dans notre sens, on peut vite oublier que ce sont que des témoignages, que des anecdotes. On peut finir par croire qu'on a une connaissance qui est partagée par une majorité de la population, alors qu'en fait, bah, c'est juste une croyance qui appartient à une frange de la population. Avoir de l'esprit critique, c'est savoir douter raisonnablement. Il ne s'agit pas non plus de tout remettre en question, mais il ne s'agit pas de tout gober. Simplement, si quelqu'un vous balance une info qui vous surprend, dites-vous qu'il a peut-être raison, mais qu'il a aussi peut-être tort. Avoir un esprit critique, c'est accepter de questionner ses certitudes, de rester ouvert au discours des autres, et donc d'avoir peut-être tort.
Mais pour ça, il faut être capable de vérifier une information. Petite parenthèse taquine. C'est amusant de constater que c'est très souvent les gens qui vont vous demander de rester ouverts d'esprit qui sont le plus fermés à la remise en question de leurs croyances. Mais c'est pas le sujet. Mieux que le témoignage de quelqu'un d'autre, notre expérience personnelle. Là, on parle d'un truc que nous, on a vécu, on en est sûr. C'est notre témoignage. Eh ben, désolé de vous le dire comme ça, mais notre témoignage, votre témoignage, ça reste qu'un témoignage. On peut se tromper, on peut mal interpréter quelque chose. La fameuse phrase de saint Thomas d'Aquin, le « je ne crois que ce que je vois », eh ben, c'est une grosse connerie. Vous voyez cette image-là? Eh ben, elle est statique. Elle bouge pas. Et pourtant, votre cerveau, il vous dit que si, ça bouge cette image. Alors vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous ne me croyez pas, hein, mais ça bouge pas. C'est une illusion d'optique. Petit changement de décor pour vous montrer aussi cette illusion d'optique qui est très sympa et que vous pouvez refaire à la maison. L'idée, c'est que je prends ce petit bout de papier que je place sur cette feuille. Et maintenant, je vais m'amuser à le déplacer. Et vous voyez qu'on a vraiment l'impression que le carré de papier change de couleur, alors qu'en fait, c'est juste votre cerveau qui s'amuse à faire le contraste. Et c'est même encore plus rigolo si on prend plusieurs petits bouts de papier. Et là, hop, plus clair, plus sombre, plus clair, et ça bouge. Et on peut s'amuser à tous les prendre comme ça, et à chaque fois, ça reproduit le même effet. Votre témoignage, ça reste qu'un témoignage. Comme tout le monde, vous pouvez avoir mal interprété quelque chose que vous avez vécu. Vous pouvez avoir sincèrement l'impression que les fleurs de Bach ou l'homéopathie, c'est efficace, parce que ça a marché. En tout cas, vous avez l'impression que ça a marché sur vous ou sur votre chien. Mais votre intime conviction, ça ne constitue pas une preuve. Notre cerveau, il est plein de biais qui peuvent nous faire mal interpréter une situation. Maintenant, on va parler des ressources Internet. Mais des ressources où on peut quand même identifier précisément l'auteur, parce que bon, tout ce qui est forum, Reddit ou 4chan, ça rentre généralement dans de la croyance populaire ou du témoignage. Les ressources Internet, type site d'éducateurs canins, blog plus ou moins spécialisé, ou encore les vidéos YouTube, comme celle que vous êtes en train de regarder en ce moment, c'est souvent le bordel. La plupart du temps, on ne sait pas si ce qu'on nous présente, c'est juste l'avis de l'auteur du support, donc un simple témoignage, ou si c'est un travail qui est vraiment rigoureux et sourcé. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, l'écrasante majorité du temps, c'est juste l'avis de l'auteur. Et le pire, c'est souvent un avis à chaud, sans même avoir réfléchi 5 minutes à ce qu'il allait vous raconter. Et c'est pour ça que certains vidéastes peuvent dire littéralement tout et son contraire dans la même vidéo. Mais je vise personne en particulier. Face aux ressources Internet, donc, on doit avoir la même méfiance que pour les témoignages. La personne peut vous mentir consciemment pour vous vendre une formation ou une méthode d'éducation du chien, ou pour vendre un accessoire, mais parfois même inconsciemment. Encore une fois, la personne peut se tromper et en toute bonne foi. Et c'est particulièrement vicieux pour les vidéos d'éducateurs canins. Je voudrais vous parler vite fait de l'effet Dunning-Kruger. On l'appelle aussi l'effet de surconfiance ou encore la vallée de l'humilité. Il y a le défécator ou encore la biologie fait des vidéos qui ont fait des super trucs dessus. Alors je vous mets un lien ici et en description pour les plus curieux. L'idée générale, c'est qu'on a du mal à évaluer nos propres connaissances sur un sujet. Quand on commence à s'informer ou à se former sur un sujet, on apprend beaucoup de choses et on les apprend très vite. Et à ce moment-là, on peut avoir tendance à surestimer nos connaissances et nos compétences par rapport à ce qu'on sait vraiment sur le sujet. En gros, on peut très vite se sentir légitime à partager son avis et ses connaissances de grand maître Jedi, alors qu'en fait, on n'est encore qu'un tout jeune padawan. Et ça, c'est très fréquent dans le monde de l'éducation canine. Je prépare depuis quelques temps une vidéo sur les formations d'éducateurs canins en France. Quand vous allez voir un éducateur canin, vous pensez peut-être aller voir un professionnel, quelqu'un de qualité qui est formé depuis des années à ce métier. Il faut savoir qu'en France, en 2023, malheureusement, dans le meilleur des cas, les formations durent une année scolaire. Mais que la plupart des formations durent seulement 4 à 8 semaines, et qu'il y a même certaines personnes qui s'installent juste après un petit week-end d'information qu'on appelle l'ACACED.
Ça, ça fait qu'aujourd'hui, en tant que propriétaire d'un chien, on va régulièrement tomber sur des articles ou sur des vidéos qui sont faites par des personnes sur des sujets que ces mêmes personnes ne maîtrisent pas du tout. Et pourtant, ces gens vont avoir un aplomb de fou, vont être extrêmement persuasifs et vont potentiellement convaincre des centaines de personnes avec leurs bêtises. Des bêtises qui vont être souvent déblatérées en quelques minutes, avec la mode des formats courts, et qu'il va falloir des heures pour débunker par ailleurs. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que ces éducateurs canins qui disent des bêtises, la plupart, je leur en veux même pas. C'est des gens qui se trompent en toute bonne foi. C'est des gens qui ont payé une formation, souvent à un prix qui est exorbitant, et leur formateur, en qui ils ont confiance, leur a dit un jour, c'est bon, t'es formé, t'es éducateur canin. En fait, ces gens, ils ont juste l'impression d'aller prêcher la bonne parole. Donc, faites attention aux sources internet. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais généralement, par rapport aux sources internet, on va pouvoir faire plus confiance à la presse généraliste. Tout ce qui est BFM, France Télévisions, Le Parisien ou Libération. Oui, je sais, ça peut faire bizarre de dire ça à notre époque, où la presse généraliste, elle a plein de biais. Un média, il peut avoir une politique éditoriale qui va lui faire aborder un sujet sous un certain angle bien précis. Et puis, le besoin d'être toujours le premier sur l'information, de donner la priorité au direct, ça empêche de prendre du recul sur un sujet. Sans compter qu'un journaliste, il peut aussi se tromper. Il a le droit. C'est un humain. Mais bon, il peut aussi avoir son propre avis et sa propre vision du sujet et finir par être partial dans sa façon de le traiter. En plus, aujourd'hui, on a même à la télé et dans la presse écrite des articles publicitaires ou des émissions de propagande qui sont déguisés en des vrais articles d'information ou en des journaux télévisés. Donc c'est sûr, aujourd'hui, dur de faire confiance aux médias généralistes. Et pourtant, pour ce qui est du journalisme, un journaliste, normalement, il est formé et rompu à trouver de l'information parce que c'est simplement son métier. Il va vérifier ses sources, présenter son article à ses collègues, le présenter ensuite à son rédacteur en chef, puis à l'éditeur ou au patron, qui sont eux aussi formés et rompus à leur métier. Alors, les journalistes, ce n'est pas des experts. Ils vont aborder un sujet avec la même naïveté que vous ou moi. Mais normalement, contrairement à un témoignage de notre voisin ou de tonton André, ou à des vidéos sur Internet, les journalistes, eux, ils sont supposés savoir vérifier une information. Et cette information, elle sera vérifiée et contrôlée par plusieurs autres personnes, en plus du journaliste qui a fait le reportage ou qui a écrit l'article. Ça n'empêche pas les erreurs, hein, mais on rencontre enfin quelques niveaux de filtres qui sont assez intéressants par rapport au type de source qu'on a vu avant. Et donc, on peut leur accorder un peu plus de confiance. Mon papa m'a toujours dit, quand tu sais pas, demande à celui qui sait. Au-dessus de la presse généraliste, en termes de qualité des sources, on va rencontrer les avis d'experts. L'avis d'un expert, c'est un témoignage. Mais c'est le témoignage de quelqu'un qui est reconnu pour ses connaissances à parler du sujet en question. À un moment, il faut savoir être humble. Et simplement admettre qu'il y a peut-être d'autres personnes avant nous qui se sont déjà posé la question qu'on est en train de se poser. Ces personnes, elles y ont sûrement réfléchi plus longtemps que nous, et peut-être même mieux que nous. Donc on va gagner du temps et de l'énergie à leur demander leur avis. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est de se demander si la personne elle est vraiment experte de la question qu'on lui pose. Est-ce qu'un éducateur canin, il est légitime à vous parler de croquettes? Est-ce qu'un éleveur, il est légitime à vous parler de la santé de votre chien? Et est-ce qu'un vétérinaire généraliste est légitime à vous parler de comportement canin? Savoir si quelqu'un est légitime à se prétendre expert sur un sujet, c'est pas facile. Alors on peut se renseigner sur son CV, sur ses diplômes, mais même avec un CV en or massif, on peut être considéré dans son milieu comme quelqu'un de peu fiable. Pour partir sur un sujet qui n'est pas du tout polémique, regardez le professeur Raoult. De loin, on se dit « Waouh, ça c'est un expert, diplômé, chef de service, référencé sur plein de sites scientifiques, il a même été invité pendant des années à la télé et tout. » Mais quand on creuse un peu, on voit que les autres experts de son milieu semblent avoir très peu d'estime pour son travail. Apparemment, il serait soupçonné par certains d'avoir bidonné certaines de ses études, et il aurait des méthodes de travail pour le moins discutables. Alors, on pourrait avoir ce fantasme du chercheur français résistant, qui travaille à contre-courant contre tous les méchants obscurantistes qui veulent nous cacher la vérité, mais juste par curiosité, discutez un jour
avec un chercheur, avec un médecin ou un infirmier. On est tous pareils. Vous, moi, eux, on cherche tous simplement à bien faire notre boulot. Alors pourquoi croire en Raoult plus que les centaines d'autres qui sont tout aussi méritants? Après tout, des experts, c'est pas ce qui manque, il y en a beaucoup. Pourquoi croire uniquement celui qui est remis en cause par ses pairs? Parce qu'il est français? Parce qu'il a un style différent? Parce que les autres veulent le faire taire? Mais peut-être qu'ils ont raison de vouloir le faire taire, peut-être qu'ils disent des grosses conneries, peut-être qu'ils essayent simplement de juste bien faire leur boulot. Parce que autant vous dire, hein, c'est pas évident de se lever face à un gars comme ça. Donc, écouter un expert, pour peu que l'expert soit qualifié à parler de son sujet, c'est se référer à une source qui est normalement de qualité. Mais un expert peut se tromper. Il reste humain. Et un avis d'expert, bah, ça reste un simple avis. Ça peut être intéressant de voir par contre si tous les experts de ce sujet partagent cet avis, de voir s'il y a un consensus. Par contre, bah, si un expert se trompe souvent, s'il vous ment souvent, même avec de la bonne volonté, mais avec une bonne intention, il y a peut-être un moment où il va falloir arrêter de lui faire confiance. Mais ça, bah, c'est à vous de placer la limite de votre confiance. Bon, les experts ont beaucoup de connaissances sur un sujet, mais ils peuvent se tromper. Les journalistes, eux, ils savent vérifier une information, mais ils n'ont aucune connaissance de base. Et si on avait un expert qui faisait un travail de journaliste? Eh bien, ça existe. On va retrouver à ce niveau de confiance les articles de presse spécialisés, ou encore les livres spécialisés comme celui-ci, que je recommande vivement à tous ceux qui parlent anglais. On va reconnaître un article de presse spécialisé ou un livre spécialisé au fait qu'il cite ses sources, qu'il a une bonne partie bibliographie, et qu'il a été écrit, ou au moins relu, sous la supervision d'un, voire même de plusieurs experts. Donc on a un contenu qui a été écrit par une, voire plusieurs personnes, qui sont reconnues comme étant compétentes à parler de ce sujet. Ces personnes, elles ont recoupé, trié et surtout cité leurs sources. Le contenu a été relu par les différents auteurs et filtré par l'éditeur. Donc normalement, face à ce genre de source, on peut avoir une confiance qui est très élevée. Même si quelqu'un a pu faire une erreur, normalement, on a quand même pas mal de filtres qui devraient permettre de corriger cette erreur. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours des bons et des mauvais éditeurs, qui peuvent avoir une approche commerciale ou politique, qui peuvent laisser passer un bouquin médiocre parce que l'auteur est connu et va rapporter du pognon, ou parce que cet auteur va apporter du crédit à des idées qu'on veut mettre en avant. Alors on peut contourner un peu ça avec tout ce qui est éditeur universitaire. Tous les Dubuque Université, Cambridge ou Oxford University Press. Un éditeur universitaire, s'il accepte de publier un bouquin, c'est que normalement le bouquin devrait rapporter du prestige à son université. Et le prestige d'une université, ça se mesure à la qualité du savoir qu'elle transmet. Mais attention, le bouquin en lui-même, il va rester généralement le travail d'une équipe réduite, parfois même d'une seule personne, qui peut avoir ses biais, qui a pu se tromper, ou qui a pu, consciemment ou non, oublier de rajouter une information cruciale dans son bouquin. Mais généralement, quand même, sur ce type d'éditeur, on commence à vraiment pouvoir faire confiance à ce qu'on est en train de lire. Alors, toutes les universités n'éditent pas des livres. Par contre, toutes les universités produisent du savoir sous la forme de thèses. Quand une thèse sort, on a un étudiant qui a passé en moyenne 3 ans de sa vie sur un sujet. Il était sous la supervision du chef de son labo, qui est un expert, et a eu l'aide de tous ses collègues de labo, chercheurs, eux aussi experts. Une fois la thèse finie, tout ce petit monde vérifie et valide le manuscrit qui sera analysé et décortiqué par un jury qui est lui aussi normalement constitué d'experts qui sont reconnus par l'université. Normalement, en ce qui concerne le comportement animal et surtout le comportement canin, pour ce qui nous intéresse sur cette chaîne YouTube, je vais avoir tendance à vous encourager à consulter des thèses. En tout cas, si vous voulez avoir des connaissances qui sont pointues. Ça peut être des thèses en éthologie ou des thèses en sciences vétérinaires. Normalement, c'est de la bonne came. Enfin, normalement. Eh oui, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine. Une erreur peut se faufiler, même à ce niveau-là. Et puis, lors de la soutenance d'une thèse de doctorat, l'affect peut jouer. Si vous êtes le collègue du doctorant, son superviseur, ou même si vous êtes le jury d'un étudiant, bah vous n'avez pas envie que l'étudiant il se foire à son diplôme. On le connaît l'étudiant, on sait qu'il bosse bien, on lui fait confiance. Là c'était pas top, mais il va s'améliorer. Et bah ça fait que parfois,
on trouve des thèses qui, franchement, auraient dû être refusées. En fait, idéalement, pour pouvoir dire ce qu'on pense honnêtement d'une publication, il faudrait être anonyme. Et c'est là qu'on arrive au plus haut niveau de confiance qu'on peut accorder à une source, j'ai nommé la publication scientifique dans un journal à comité de lecture. Petite parenthèse avant d'aborder cette partie. La science, c'est pas une religion. La science ne sait pas tout. La science n'a pas réponse à tout. Par contre, la science cherche à avoir réponse à tout. La science, c'est une méthode, c'est une technique pour obtenir un savoir qui sera le plus proche possible de la vérité. C'est un peu comme si on a une recette de cuisine, où on a la plupart des cuistots qui seraient d'accord pour dire que c'est avec ces ingrédients et avec ces ustensiles de cuisine qu'on va réussir à faire le meilleur pot-au-feu. Avoir une approche scientifique, c'est juste adopter la méthode la plus efficace qu'on ait aujourd'hui pour acquérir de nouvelles connaissances. Et cette méthode, elle évolue en permanence. Elle n'est pas figée dans un dogme. Donc, les journaux à comité de lecture, c'est des journaux qui vont publier soit des articles qui concernent des découvertes scientifiques, soit des revues de la littérature scientifique sur un sujet en particulier. Un titre d'article, ça peut être « Découverte d'un nouveau marqueur génétique dans l'évolution des races de chiens ». Et une revue de littérature, un titre possible, ça serait « Domestication des chiens, ce qu'on en sait aujourd'hui ». Contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'importe qui peut publier dans une revue scientifique. Mais généralement, on va pas se le cacher, ça va plutôt être des chercheurs ou des doctorants. Simplement parce que c'est un métier de savoir écrire ce type d'article. Il y a une méthodologie à avoir, il y a une mise en forme à respecter, et il y a énormément de techniques à maîtriser. Les 8 ans d'études d'un doctorat, ça ne sert pas juste à acquérir, à engranger des connaissances. Ça sert surtout à savoir produire des connaissances. Une fois qu'un article est écrit par un chercheur, il va normalement le faire relire à ses collègues, puis il va envoyer son article au journal dans lequel il veut le publier. Le journal, il va ensuite soumettre l'article, comme son nom l'indique, à un comité de lecture. Un comité de lecture, c'est quelques experts que le journal va reconnaître comme étant légitimes sur le sujet et qui vont pouvoir dire anonymement ce qu'ils pensent de l'article. C'est le comité de lecture qui va valider ou déconseiller la publication de l'article, et ce comité de lecture va aussi généralement proposer des modifications dans le texte ou dans la méthode aux auteurs. Après plusieurs échanges entre les auteurs, le comité de lecture et le journal, si tout plaît à tout le monde, l'article sera publié. Alors vous avouerez qu'en termes de filtre, pour s'assurer de la qualité d'une information, on est quand même à un sacré niveau là. Mais je ne dis pas qu'un article scientifique c'est infaillible. Pas du tout. Certains se souviennent peut-être du Lancet Gate. En mai 2020, en pleine pandémie de Covid, un article est sorti dans la revue The Lancet. Et c'est un gros truc le Lancet, hein. Ça pèse dans le game, hein, comme on dit. Cette étude, elle démontrait que la chloroquine et l'hydroxychloroquine n'étaient pas efficaces pour le Covid et qu'en plus ces molécules elles étaient super dangereuses. Tout de suite, il y a des pays comme la France qui ont interdit l'utilisation de ces molécules. Mais les résultats étaient bidonnés. En moins de 2 semaines, des experts ont trouvé que les résultats étaient louches, ils ont fait part de leurs doutes au journal, et on a réussi à démontrer que les résultats avaient été inventés par un des auteurs, et l'article a pu être retiré et rétracté. Certaines personnes voient dans le Lancet Gate un échec de la méthode scientifique. Moi perso, j'y vois plutôt une preuve de sa solidité et de sa réactivité. Des articles retirés, rétractés, il y en a souvent. Et puis de toute façon, le savoir, il évolue. Une connaissance, elle peut devenir obsolète plus ou moins vite. Et je ne vous parle même pas des problèmes des revues prédatrices, des copinages, des conflits d'intérêts, et tout ce qui peut faire que, malheureusement, de mauvaises publications scientifiques arrivent quand même à passer à travers les mailles du filet. Je ferai un jour une vidéo qui traitera de tous les problèmes des publications scientifiques. En particulier en éthologie canine, vu que c'est le domaine que je connais le mieux. Mais quoi qu'on puisse en penser de ces problèmes, les publications scientifiques restent la source d'information la plus fiable qu'on ait. Ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est qu'avec les publications scientifiques dans les journaux à comité de lecture, on a moins de risques qu'une bêtise passe à travers tous les filtres. Malgré tous les défauts qu'on peut trouver à ce type de publication, mais il y en a, ça reste ce qu'on a de plus fiable. Et pour ceux qui continueraient de critiquer ce type de source, tous les biais que vous pouvez reprocher aux publications scientifiques, vous pouvez les reprocher puissance 1000 à toutes les autres sources d'informations qu'on a vues jusque-là.
Si vous souhaitez explorer le monde des publications scientifiques, accrochez-vous. Quand on ne connaît pas ce milieu, faut l'avouer, c'est très difficile d'accès. Il faut être capable de reconnaître un journal scientifique, de savoir ce qu'il vaut et de comprendre ce qu'il y a dedans. Les publis, c'est des ouvrages scientifiques, c'est écrit par des scientifiques, pour des scientifiques. Donc forcément, c'est velu. Mais si vous avez le courage, eh ben voici quelques journaux qui sont reconnus et où on peut de temps en temps trouver des trucs sur les chiens. Voilà, on a fait le tour. Toute cette vidéo pour expliquer pourquoi aujourd'hui c'est si dur de s'y retrouver quand on débute avec son chien. Je pense personnellement que c'est impossible de vérifier chaque information, de vérifier chaque source. À un moment, on est obligé de faire confiance. On va faire confiance à un journal, à un auteur, à un éducateur canin, à un veto, à faire confiance à un vulgarisateur ou à un youtubeur. Mais il faut garder à l'esprit que tout le monde peut se tromper et dire une grosse connerie. Même votre idole, votre modèle, même votre mentor peut dire une connerie. Et il a tout à fait le droit de se tromper. On peut sortir une grosse bêtise tout en étant de bonne foi et en étant convaincu que ce qu'on dit est vrai et sensé. Il n'y a pas besoin de mettre une quelconque malveillance là-dedans, même si bien sûr, ça peut exister. Surtout quand on a quelqu'un qui cherche à vendre quelque chose ou si on a quelqu'un qui essaye de défendre sa réputation. Ce que je vais vous conseiller au final, c'est d'y aller au feeling. En tout cas au départ. Mais si une information vous surprend, si une information est contestée, même si elle vient de quelqu'un que vous aimez bien, vérifiez cette information. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, elle vous aidera à vérifier cette information. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont pensé à liker et à partager la précédente vidéo, parce qu'en plus c'était pas un sujet facile, et elle a plutôt pas mal marché. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci à celles et ceux qui penseront à la liker et à la partager. A bientôt pour une prochaine question d'éthologie ou une prochaine question chien. Ciao!